Mesdames, Messieurs les députés, vous examinez actuellement la proposition de loi relative à l'aide à mourir, qui propose de légaliser en France l'euthanasie et le suicide assisté pour les malades qui demandent à mourir. Par cette tribune, nous vous saisissons en tant que collectif, association de personnes handicapées, de personnes valides, membres de la société civile, soignants engagés comme vous à gauche, afin de vous alerter devant l'extrême dangerosité de ce texte. Rappelons à titre préalable que, contrairement à ce qui a été dit dans l'hémicycle et dans les médias, ce texte concerne bien une large proportion des personnes à la fois malades et handicapées. En effet, la distinction entre handicap et maladie apparaît totalement artificielle sur le sujet. Si le handicap résulte de l'interaction entre les limitations d'une personne et les obstacles qui empêchent de participer pleinement à la société, article 1 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France, la maladie, quant à elle, est justement l'une des principales causes des limitations évoquées, qui peuvent être physiques, intellectuelles ou sensorielles. Par conséquent, si toutes les personnes handicapées ne sont pas malades, de très nombreuses personnes malades sont aussi, de fait, handicapées. Il n'est donc pas nécessaire que le texte fasse référence au handicap, qui est une catégorie sociale, là où la maladie est une notion biomédicale pour avoir vocation à s'appliquer à des personnes handicapées. Les critères retenus par l'article 2 du texte relatif à l'aide à mourir, qui n'ont rien de strict, confirment d'ailleurs que les personnes malades et handicapées, tout type de handicap confondu, seront éligibles au dispositif et même qu'une grande partie des maladies invalidantes prises en charge par la sécurité sociale au titre des affections longue durée seront concernées. De plus, si ce projet de réforme initialement relatif à la fin de vie, rebaptisé aide à mourir, prétendait concerner uniquement les personnes malades et handicapées, dont le pronostic vital était engagé à court terme ou moyen terme, il est désormais clair que son dessein va bien au-delà des situations de fin de vie et qu'il est destiné aux personnes malades et handicapées dont la mort n'est ni imminente, ni proche, ni même prévisible, soit un nombre considérable de personnes. Dans une société en plein effondrement social, dans laquelle l'hôpital est à l'agonie, les aides humaines et matérielles à domicile drastiquement insuffisantes, et où le handicap, la vieillesse, la dépendance conduisent à l'exclusion et à la relégation des institutions, il ne fait aucun doute qu'avec ce texte, de nombreuses personnes malades, handicapées et âgées se retrouveront contraintes de demander à mourir, non par réelle envie de mettre fin à leur jour, mais parce qu'elles n'auront tout simplement plus les moyens de se soigner, de continuer à vivre et à échapper à des souffrances auxquelles la société pourrait remédier si elle en faisait sa priorité. Invoquer la liberté individuelle ou l'instauration d'éventuels remparts pour balayer d'un revers de main ce risque évident ne suffit pas. La gauche ne peut pas ignorer qu'il n'y a pas de liberté sans égalité et que dans une société aussi inégalitaire que la nôtre, tout le monde ne bénéficie pas réellement de la même marge de manœuvre dans ses choix. La liberté des personnes malades et handicapées en particulier est des plus réduites, quel que soit le domaine. La plupart d'entre elles vivent dans la pauvreté, ne choisissent ni leur lieu, ni leurs conditions de vie ou de soins, ni leurs aidants ou sont soumises à d'innombrables pressions d'ordre familial, médical et social. Alors même que les politiques publiques menées contribuent bien souvent à organiser leur précarité et leur dépendance et les privent de la maîtrise de leur existence, il est particulièrement hypocrite de prétendre qu'elles pourraient soudainement retrouver leur entière liberté au moment, seulement, du choix de leur mort. Cette hypocrisie est d'autant plus grave que la société s'évertue également chaque jour à convaincre que ces mêmes personnes malades et handicapées que leur mort est toujours préférable à leur maintien en vie puisqu'elles sont considérées comme inutiles, improductives et comme un poids pour le reste de la collectivité. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune garantie quelle que soit ne sera de nature à sécuriser ce texte et à prévenir d'une part que les personnes malades et handicapées se dirigent vers ce dispositif par défaut, d'autre part qu'il soit étendu à toujours plus de malades. Les exemples étrangers des pays ayant légalisé le suicide assisté et l'euthanasie comme le Canada sont sans appel. Une fois le principe adopté, l'élargissement des critères, maladies psychiatriques, mineures, personnes âgées, via les polypathologies, personnes atteintes de troubles cognitifs, l'augmentation des demandes, y compris pour des raisons plus sociales que médicales, est inéluctable. Aujourd'hui, l'euthanasie représente 7% des décès au Québec et un quart des Québécois estiment dorénavant que la précarité devrait être un critère pour l'accès à l'euthanasie. Ces dérives ne sont pas de simples conséquences malheureuses, mais sont consubstantielles à ce type de texte. En effet, en légalisant le suicide assisté ou l'euthanasie, soit en réalité deux modalités de suicide, le suicide deviendrait un droit. Dès lors qu'il s'agit d'un droit, comment justifier la prévention du suicide tant à l'égard des personnes malades et handicapées que du reste de la population ? Comment se poser sur la durée et sans se contredire à ce que ce droit soit étendu à plus que les personnes malades ou en souffrance qui le revendiquent ? Comment ne pas être amené à mettre en concurrence les souffrances et à opérer un tri entre les idées suicidaires,
entre les vies qui méritent d'être vécues et soutenues et celles qui ne le méritent pas. Comment ne pas s'apercevoir que la simple existence de ce droit constituera une incitation au suicide pour les personnes éligibles en permettant un passage à l'acte rapide et simple, là où l'obtention des soins et des aides est longue et complexe. La réponse légale et collective apportée à la question du suicide doit rester cohérente et ne peut décemment se permettre de faire une distinction entre les personnes malades et celles bien portantes comme le propose ce texte. Sinon, c'est toute la politique publique de prévention du suicide qui se retrouverait anéantie et la hiérarchisation des vies légitimée. En tant qu'élu de gauche, vous avez une responsabilité particulière. Vous ne pouvez soutenir ce projet sans trahir vos valeurs. Dans la période lugubre que nous vivons, dans laquelle les idées fascisantes et eugénistes se déploient sans complexe, dans laquelle le système économique et l'abandon de la santé publique fragilisent les personnes malades et handicapées, tout en augmentant leur nombre, vous ne pouvez avoir la mort pour seul horizon à leur offrir. Vous ne pouvez l'assimiler à un soin ou à quelconque progrès, ni prétendre qu'elle est une solution et mettre ainsi en danger la vie des plus vulnérabilisés d'entre elles. Vous vous devez de proposer au contraire aux personnes malades et handicapées des perspectives d'amélioration de leurs conditions de vie et de défendre des mesures susceptibles de remédier à toutes les souffrances et les morts qui peuvent être évitées. Eu égard à tout ce qui précède, nous, organisations et citoyens, signataires de cette tribune, nous vous demandons instamment de vous opposer totalement et fermement à cette proposition de loi et de voter contre le 27 mai prochain. Nous comptons sur vous.